Bonjour à tous et bienvenue sur Fotizo on AI. Donc, pour cette reprise, on attaque direct avec une discussion. On accueille aujourd'hui un chercheur, Abdellah Foutazi, qui est maître de conférences et HDR en Computer Science, c'est-à-dire en informatique, à l'Université d'Aix-Marseille. Donc, on va parler ensemble de l'acquisition du langage chez l'enfant. Et donc, je vous invite à suivre cette discussion maintenant. Donc, bonjour Abdella, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bonjour Onis, merci de m'avoir invité sur ton programme. Je trouve que c'est cool ce que tu fais pour un, un peu faire découvrir les concepts d'IA et leur application au grand public. Je pense que c'est super. Donc moi, je m'appelle Abdellah Fortassi, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. Donc je travaille dans un laboratoire d'informatique, laboratoire informatique et système. Mm. Et ma recherche porte sur des questions de sciences cognitives. Donc moi, je suis plutôt chercheur en sciences cognitives avec des outils d'informatique, on peut dire l'IA en général. Mm. Voilà, et donc ça, c'est un petit peu mon activité de recherche entre le laboratoire d'informatique et un institut de sciences cognitives à Aix-Marseille qui s'appelle l'ILCB, Institute of Language, Communication and the Brain, voilà, qui permet vraiment de mettre en contact des chercheurs de toutes les disciplines des sciences cognitives, l'informatique, la psychologie, la linguistique, la sociologie, etc. Ok, ok. Donc, c'est assez précis comme présentation, je dirais. Et du coup, tu es entre différents laboratoires de recherche, en fait. Qu'est-ce que ces laboratoires t'apportent en particulier, le fait d'être dans plusieurs laboratoires? Donc, donc laboratoire d'appartenance. Donc moi, j'appartiens institutionnellement au laboratoire d'informatique. Et en fait, l'Institut de sciences cognitives, c'est pas vraiment un laboratoire, c'est plutôt un espace de rencontre pour collaborer avec des gens qui viennent d'autres laboratoires, comme le LPL, laboratoire de parole et langage, laboratoire de psychologie, etc. Donc c'est plutôt un espace de rencontre. Mais mon laboratoire principal, c'est le laboratoire d'informatique. Et du coup, pour moi, l'informatique, c'est essentiel parce que les outils que j'utilise sont des outils d'informatique. Donc, j'utilise des modèles informatiques pour modéliser la cognition humaine, l'apprentissage, surtout la représentation de la langue, euh, mais avec des outils d'informatique, que ce soit d'informatique théorique ou appliquée, ou des outils avec des outils d'IA ancienne ou moderne. Et Mm. l'Institut de sciences cognitives, c'est là où vraiment important euh, pour discuter, pour collaborer, pour concrétiser un petit peu la recherche. Parce que l'essence cognitive, c'est par essence une discipline, c'est pas une discipline justement, c'est 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 un domaine interdisciplinaire. Donc ça a été constitué à partir de plusieurs disciplines. Donc c'est important pour nous de collaborer avec les gens qui viennent de ces autres domaines. Ouais, d'accord, ouais, je comprends. Donc, l'Institut permet vraiment cette collaboration avec tous ces autres laboratoires, en fait. Donc, c'est comme si ça offrait un cadre de discussion aussi et puis d'ouverture d'esprit. Exactement. En fait, les mêmes questions peuvent être euh, recherchées par plusieurs méthodes. Par exemple, si on va peut-être parler de mon domaine particulier de recherche, l'acquisition de la langue ou l'apprentissage de la langue première. Et donc, ça, c'est une question qui est étudiée on peut l'étudier par une approche expérimentale. Donc, comme on fait dans les laboratoires de psychologie, on peut l'approcher d'une perspective plutôt linguistique, c'est-à-dire où on essaie de comprendre la structure de la langue et de dire dans quelle mesure cette structure est possible d'être apprise dans certaines circonstances ou pas. Donc ça, c'était un petit peu même le point de départ historiquement des sciences cognitives avec Noam Chomsky, qui était à la base un linguiste, qui étudiait la structure de la langue, mais qui a trouvé une structure qui l'a poussé à supposer
que cette structure est innée. Et donc, il est passé de la linguistique à des hypothèses sur la connaissance ou la nature humaine. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que ça a été vraiment historiquement lancé, euh, avec une perspective linguistique qui a forcément lancé un débat avec d'autres intervenants psychologiques qui vont intervenir pour tester les hypothèses dans un cadre expérimental ou avec les gens de l'informatique pour modéliser les processus d'apprentissage. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est vraiment construit historiquement, ce qui explique un peu l'interdisciplinarité actuelle. Ok, ouais, c'est intéressant parce que là, tu as donné en même temps l'historique de ta recherche aujourd'hui, donc comment ça a été conçu. Et je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir en fait cet overview de cette trame en fait de construction de ton domaine. Donc, je sais que tu es un chercheur qui a des compétences qui sont assez pluridisciplinaires parce que tu utilises vraiment tout ce qui est mathématiques, sciences cognitives. Tout à l'heure, tu parlais aussi de l'informatique qui était comme un outil pour toi, mais tu te limites pas à ça parce que tu as aussi un background en physique, psychologie et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta recherche aujourd'hui? Oui, donc là, bon, j'ai suivi quand même un parcours à la française, donc j'ai fait classe préparatoire, école d'ingénieur. Et donc, voilà, c'est une formation où on étudie beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique, d'informatique, etc. Et après, on choisit. Donc, moi, quand j'ai choisi, c'est plus un domaine interdisciplinaire qui m'intéressait. C'était en l'occurrence les sciences cognitives. Mais cette formation permet quand même d'avoir cette, ce large éventail d'outils qu'on peut utiliser, que ce soit les mathématiques, la capacité à formaliser des phénomènes mathématiquement ou avec des modèles informatiques, et en même temps d'être ouvert aux questions de sciences humaines et sociales, et de voir un peu comment tout ça interagit. Mais effectivement, donc j'ai l'impression qu'effectivement que les formations que j'ai pu suivre ont quand même, même si ça peut apparaître un peu lointain comme la physique, j'ai étudié beaucoup la physique à un moment donné, parce que ça m'intéressait. Et même si on pense que c'est un peu différent de ce que je fais aujourd'hui, ça reste quand même important parce que c'est un effort de modélisation, d'utiliser un modèle formel pour comprendre un phénomène physique. Et ça, cette approche-là, cette intuition qui va avec les réflexes, ça reste quand même assez important quand on fait la modélisation d'un phénomène psychologique ou d'un phénomène social. Au fond, on change de système qu'on veut comprendre, mais les réflexes restent quand même assez similaires. Et donc, cette formation m'a quand même apporté cette connaissance et ce savoir-faire. Ok, parce que de toute manière, déjà quand tu pars d'une formation en classe préparatoire, donc mathématiques, physique, ça te permet déjà d'avoir aussi cet esprit critique, cet esprit aussi qui permet de modéliser les problèmes. Donc pour moi, ça me paraît aussi assez logique comme parcours que ça soit un parcours assez général et finalement tu te retrouves aussi dans un domaine qui est interdisciplinaire finalement. Donc je pense que ça va de pair, c'est vraiment pas en contradiction de ce que je comprends en fait et puis de ce que les maths représentent, de ce que la physique représente et quand tu rajoutes avec de l'informatique, donc tout s'éclaire en fait finalement, je le dis. Ok, donc aujourd'hui, comme on parlait tout à l'heure, on parlait de langage et IA. Donc quand on parle de langage et IA, beaucoup pensent directement à ChatGPT, on en parlait tout à l'heure. Donc le grand public, ceux qui connaissent, Mhm. c'est ChatGPT, Gemini, les IA génératives et tout ça. Donc en quoi ton travail, il est différent? Euh, donc, donc ce qu'on appelle pardon, l'IA générative comme ChatGPT ou Gemini, donc, c'est des implémentations d'un modèle de langue. On appelle ça un modèle language model, modèle de langue. Donc, c'est un modèle
théorique qu'on connaît depuis longtemps dans la théorie d'apprentissage pour la représentation de la langue naturelle. Et donc, ça a été implémenté par différents systèmes euh, plus ou moins sophistiqués. Et donc, ChatGPT, c'est vraiment une implémentation très, très puissante avec un réseau de neurones de ce modèle de langue. Et donc, c'est c'est pas différent dans le sens où j'utilise aussi des language models, le modèle théorique derrière ChatGPT, il est pertinent dans ce que je fais, euh, mais je n'utilise pas forcément des implémentations aussi sophistiquées, aussi grandes que celles de ChatGPT, parce que ma question de recherche n'est pas vraiment de développer un outil qui soit super performant, qui soit capable de faire plusieurs tâches en même temps. Donc ça, c'est un domaine de recherche des gens qui développent l'IA. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus d'utiliser ces systèmes-là comme modèle de l'apprentissage humain. Et du coup, par exemple, si on veut, par exemple, étudier comment les enfants apprennent la langue première, donc il est important d'utiliser un modèle qui apprend uniquement à partir des données qui sont disponibles à l'enfant. Mm. Donc là, on ne peut pas vraiment utiliser ChatGPT parce que ChatGPT s'est entraîné sur beaucoup de données Effectivement. euh, qui sont pas très pertinents pour cette question de recherche. Et donc, au contraire, nous, on utilise des modèles très similaires d'ailleurs. Donc moi, par exemple, j'enseigne et je fais de la recherche avec GPT-2, qui est un modèle plus petit que le modèle actuel, plus ancien, l'ancêtre de ChatGPT, euh, mais qui a moins de paramètres et du coup peut être entraîné sur moins de données et des données qui sont plus pertinentes pour la question de recherche. C'est-à-dire qu'on si on entraîne ce modèle sur ces données particulièrement, on peut se permettre de tirer des conclusions empiriques. Est-ce que, par exemple, la quantité de langage qui est la quantité d'inputs disponibles à l'enfant, est-ce qu'elle est suffisante pour mener à des connaissances linguistiques comme la syntaxe, la sémantique, entre autres. Donc voilà, donc c'est pas différent théoriquement, c'est différent dans l'objectif et, et l'échelle. Mm. Donc, notre échelle est vraiment une échelle humaine, avec un questionnement vraiment scientifique précis, mais pas pratique. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas forcément à est-ce que ce modèle-là va être utile dans l'absolu. Mm. Mm. Même si le modèle n'est pas très performant, pour nous, c'est une conclusion scientifique assez informative. Oui, je comprends. En gros, on peut remplacer tout simplement, je pense, ChatGPT par un adulte qui a suffisamment appris, qui a beaucoup de connaissances en fait. Et il est difficile d'étudier finalement comment cet adulte-là peut s'adapter à une nouvelle connaissance par moment parce qu'il a tellement de background finalement. Donc, c'est comme si pour étudier sur plusieurs adultes, il faut que tous ces adultes-là aient le même background, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les adultes. Par contre, chez l'enfant, on sait qu'il y a une acquisition, c'est comme si c'est une chat GPT mais qui n'a pas de poids, qui n'a jamais été entraîné. Et on essaie de voir en fait avec les mots qui seront à sa disposition comment il va apprendre finalement. Si j'ai bien compris, j'essaie de faire l'analogie aussi avec l'homme. Oui, oui, exactement. Donc ChatGPT est entraîné sur des données massives extraites d'Internet initialement. Après, les, les entreprises d'IA, ils sont un peu discrets sur comment ils entraînent depuis quelques années. Mais on sait qu'ils utilisent beaucoup de données d'Internet, beaucoup de données qui peuvent correspondre effectivement à ce qu'un adulte peut non seulement entendre, mais aussi lire. Donc il y a beaucoup de, il y a des sources de connaissances assez larges qu'un adulte pourrait avoir effectivement accès, mais que l'enfant, par exemple, jusqu'à 5 ans, l'enfant ne sait pas lire, donc on est obligé de se restreindre à ce qu'il entend. Donc c'est des transcriptions, donc on a des enregistrements euh, de paroles dans l'environnement de l'enfant,
On fait la transcription de ces données-là. Et donc, c'est du texte, mais c'est vraiment une transcription, c'est vraiment de la parole entendue. Et donc, ça permet vraiment de circonscrire le champ, la source de connaissances et de savoir est-ce que cette source-là est efficace et suffisante, contient tout ce qu'il faut pour atteindre un niveau linguistique, ou est-ce que, comme Chomsky, par exemple, a supposé, que les données elles-mêmes ne sont pas suffisantes et que du coup, on naît avec une certaine compétence linguistique. C'est-à-dire que c'est cette compétence-là qui explique que les humains apprennent une langue assez rapidement et assez efficacement, avec très peu de données. Donc, avec ça, on peut vraiment rentrer dans ce genre de débat avec une approche plus euh, quantitative. C'est-à-dire, on peut tester un modèle, voir est-ce que la connaissance est suffisante. S'il n'est pas suffisante, on peut dire bah, peut-être il faut des biais inductifs, des a priori linguistiques que les humains ont, mais pas les modèles. Donc on peut rentrer dans ce genre de débat, mais avec ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut faire ce débat-là non seulement à- avec des théories verbales comme ça, mais on peut vraiment avoir des modèles qui ancrent un peu ces débats-là et ils peuvent fournir des réponses quantitatives. Mm. Mais du coup, C'est des questions peut-être que oui, tu on vas va peut-être aborder. aborder. Bon. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui fait que l'apprentissage de l'enfant est difficile à expliquer? Bah, en fait, c'est pas que l'apprentissage de l'enfant, c'est en général, c'est difficile d'expliquer l'origine des connaissances en général, le développement en particulier, tout ce qui se passe sur une période de développement assez conséquente sur des mois ou des années, comme l'acquisition de la langue, c'est difficile à expliquer euh, parce que c'est un phénomène assez complexe et aussi difficile à mettre dans un laboratoire, parce que c'est des êtres humains. Il y a des questions éthiques assez importantes qui se posent. Quand on veut étudier ces phénomènes-là, on ne peut pas vraiment euh, emprisonner un humain pendant des années et et lui donner des stimuli contrôlés. Donc ça, on ne peut pas le faire avec des humains. Donc forcément, on est limité dans l'approche qu'on pourrait utiliser pour comprendre ces phénomènes-là. Et donc, c'est un peu difficile. C'est pas comme des phénomènes physiques qu'on peut simplifier avec des variables, un nombre de variables limité et étudier leur interaction. Là, on est vraiment dans des phénomènes complexes, euh, assez variables, c'est-à-dire que les mécanismes d'un être humain à l'autre peuvent être différents, d'une culture à l'autre peuvent aussi être différentes. Donc, on est sur un système qui est euh, assez robuste quand même, on l'observe partout. Par exemple, l'acquisition de la langue est acquise, c'est un phénomène qui est universel. Il n'y a pas une culture qui n'a pas une langue et il n'y a pas un enfant qui n'arrive pas, en tout cas un enfant qui n'a pas de conditions médicales spéciales, qu'il n'y a pas un seul enfant qui n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire que c'est quand même très robuste, cette variabilité, mais quand même, comme chercheur, on n'a que ces données-là qu'on peut utiliser pour essayer de comprendre. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile, c'est très variable, c'est euh, c'est un phénomène qui quand même pose, qu'on peut pas vraiment euh, maîtriser euh, parce que ça demande beaucoup de temps, c'est entremêlé avec des interactions sociales, avec localement, avec une culture beaucoup plus globalement. Donc, c'est un système qui interagit avec plusieurs niveaux psychologique, social, culturel, etc. Ces niveaux de complexité, on peut les analyser avec un microscope et faire un zoom, par exemple, sur l'aspect psychologique ou sur l'aspect interaction, sur l'aspect culture. Et on peut avoir plein d'approches, plein de perspectives, mais une réponse précise n'est pas possible. Malheureusement, on peut pas vraiment, on peut juste avoir
plein de perspectives et essayer de développer une connaissance cohérente euh, de ce phénomène-là. Mais c'est intrinsèquement difficile comme phénomène. Et là, tout à l'heure, tu parlais justement de l'environnement de l'enfant, qui joue pour beaucoup d'ailleurs. Mais la plupart du temps, est-ce que c'est dans un environnement structuré que vous faites vos recherches ou c'est plutôt dans un environnement vraiment naturel, en fait, qui peut être chaotique par moment, que l'enfant apprend finalement à l'acquisition du langage? Oui, donc pour nous, euh, c'est intéressant cette question parce que ça fait le lien aussi avec l'outil de l'IA. C'est que on insiste pour vraiment faire une approche, ce qu'on appelle une approche écologique. Écologique, c'est-à-dire qu'on prend le point de vue de l'enfant dans l'environnement naturel. Ok. C'est-à-dire qu'on va vraiment enregistrer ce qui se passe autour de l'enfant sans intervention expérimentale, sans contrainte. On va vraiment collecter les données les plus naturelles possibles. Donc, ces données-là, contrairement à un environnement structuré comme le laboratoire, on peut tester un enfant sur 2, 3 minutes sur une tâche assez simpliste, simplifiée. Là, on est vraiment dans la variabilité la plus totale, la complexe, naturelle, normale dans la vie voilà, de l'enfant ou de l'adulte, tout le monde. Et du coup, là, c'est là où l'intérêt de l'outil informatique, il y a peut être visible. C'est-à-dire que là, avec ces données-là, on est obligé de passer par les outils informatiques pour analyser les données, mais aussi pour les modéliser, euh, pour les utiliser pour tirer des conclusions sur l'apprentissage, sur la connaissance. Et donc ça sont les outils informatiques et les outils récents de l'IA. Cette approche-là n'était pas possible avant. C'est-à-dire, il y a 10 ans, on n'était pas capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui. On Mm. peut collecter des données dans l'environnement naturel, mais on était limité par une approche qualitative, c'est-à-dire on peut regarder, observer, noter des observations, mais ça restait quand même assez subjectif et on n'avait pas vraiment un ancrage quantitatif, c'est-à-dire un modèle qui peut nous dire, OK, voici les données de l'input, voici la sortie, et on peut tester et tirer des conclusions. Le modèle peut être imparfait, mais ça nous donne un point de départ. On peut l'améliorer, on peut développer la théorie en fonction de ce modèle-là. Mais on a quand même une approche assez cohérente et quantitative qui peut vraiment mener à ce qu'on appelle la cumulative science, c'est-à-dire une science cumulative. On fait une expérience, on tire une conclusion, on améliore le modèle, on voit ce que ça apporte et ainsi de suite. Et ça, c'était pas possible il y a quelques années. Mm. Donc là, c'est vraiment l'apport de l'IA qui permet de pousser un peu plus les recherches plus loin, en fait. Exa- Ouais, exactement. Et ça, c'est important. C'est pas un luxe. C'est-à-dire, on peut faire les approches traditionnelles et tester, par exemple, l'apprentissage au laboratoire, mais ça nous donne, comme j'ai dit, qu'une seule perspective. Euh, et ça peut être biaisé, parce que dans un laboratoire, quand même, les conditions ne sont pas les mêmes. Il se peut qu'un mécanisme soit visible au laboratoire, parce que les conditions le permettent, Oui. mais que dès qu'on met le même système ou le même être humain dans un environnement différent, il se peut que ce mécanisme-là ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas les conditions réunies qui étaient artificiellement construites au laboratoire. Donc, le laboratoire, c'est important parce que là, on a vraiment l'enfant, on a vraiment l'appreneur, le système, le vrai. On peut le tester d'une façon assez directe, mais ça reste incomplet parce qu'on perd de vue l'environnement écologique. Donc, l'IA apporte ce point de vue complémentaire, c'est-à-dire on- au lieu d'un système humain, un être humain, on a un modèle artificiel, c'est vrai, mais d'un autre côté, on garde quand même toute la complexité de l'environnement Mm. et ça donne des conclusions qui peuvent contraindre les théories euh, de la même façon que des expériences de laboratoire peuvent aussi contraindre notre théorie sur les capacités, etc. Donc, on a besoin des deux, ou de toutes les approches possibles, pour avoir la théorie la plus précise, la plus complète possible, qui est valable par rapport aux données et par rapport aux compétences, c'est-à-dire qui soit
la plus juste, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Pour moi, c'est assez clair parce que pendant que tu parles, je fais le lien aussi en même temps avec la recherche en NLP. Surtout avec la génération de textes, de mots suivants. Parce qu'au départ, on se disait, il faut générer de manière greedy, c'est-à-dire prendre le mot suivant qui maximise la probabilité. Mais on se rendait compte que lorsqu'on faisait ça, on n'avait pas un langage qui était naturel, en fait. C'est-à-dire ça fonctionnait bien du point de vue de la recherche. Mais lorsqu'on partait dans la recherche appliquée, il y avait des failles. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de variabilité dans le langage. Il fallait donc des méthodes un peu plus random, notamment en trainant un peu tout ce qui est température et tout ça, pour apporter un peu plus de random, justement, de variabilité aux mots qui sont générés. Et c'est là que la recherche même appliquée aussi prend sa place quelque part, en fait. Et la collaboration entre le monde académique et le monde professionnel prend son sens aussi là, en fait, finalement. Effectivement, ouais. Mhm. Ok, donc pour juste revenir sur l'enfant toujours, euh, on sait que quand l'enfant il est dans un environnement, il peut entendre plusieurs sons différents. Donc il va entendre des sons, il va avoir des bruits aussi. Parfois c'est des sons qui sont pas forcément bien prononcés, parfois c'est d'autres qui sont très bien prononcés. Donc la question que je me pose, c'est comment il arrive à extraire des sons qui sont stables comme les phonèmes et tout ça pour son apprentissage. Est-ce que tu avais des recherches justement sur ce sujet? Oui, donc la réponse est on sait pas définitivement. Donc, on Ouais. peut faire des recherches. On a des idées sur comment ça pourrait se faire. Donc, on sait que les enfants, ils naissent pas avec cette capacité à distinguer les sons de façon stable dans leur culture. Ils naissent avec une sensibilité ou une certaine euh, capacité à absorber n'importe quelle catégorie de sang. Et c'est normal parce que les enfants qui naissent en France apprennent les sons, les phonèmes français, et ceux qui naissent dans une autre culture apprennent les sons de leur culture. Et donc les enfants au départ, ils savent pas, et donc ils sont un peu mis dans cet environnement-là, et donc ils sont capables quand même de suivre les statistiques des sons. Donc ils savent quand un mot, par exemple, a été prononcé de plusieurs manières, mais ça reste quand même assez différent de la prononciation d'un autre mot. Et donc, les enfants, ils ont cette capacité à suivre les patterns de sons et voir quels sont les sons qui sont plus similaires les uns avec les autres et déduire de cette observation une sorte de connaissance de distribution qui leur permet de dire, bah, j'ai entendu ce son-là, euh, et ben, ça appartient peut-être à une distribution d'un certain phonème ou d'un certain mot plutôt que d'un autre. Donc on modèle ça exactement comme on fait avec les modèles de speech, c'est-à-dire on a des distributions de probabilité sur beaucoup de sons et ça nous permet après de percevoir n'importe quel son en fonction de ces distributions-là. Et donc, il y a des recherches qui ont été faites sur les enfants qui montrent effectivement que les enfants peuvent développer ce genre de distribution. Juste en écoutant, juste en suivant les statistiques de ce qui se dit autour d'eux, même à très bas niveau. C'est pas obligé d'être des mots, de la sémantique, mais juste la distribution des sons. Ils sont capables de développer spontanément ces distributions-là d'une manière plutôt spontanée. Et donc, c'est pas, c'est pas qu'ils développent des catégories fixes, c'est juste qu'ils ont la capacité de filtrer tous les sons à travers des représentations qui développent des distributions, de tout ce qu'on veut. Selon la probabilité, par exemple, c'est une sorte de représentation. Et ça leur permet vraiment de naviguer à un système qui est très variable, qui est très probabiliste, qui est très euh, bruité à travers ces filtres-là.
Voilà, c'est des filtres qu'on peut appeler des phonèmes, des unités de sang. Voilà. Oui. Et est-ce que... Après, voilà, donc ça, c'est ça, voilà, ça, c'est des modèles qu'on développe, des hypothèses qu'on teste au laboratoire, mais après, est-ce qu'on sait définitivement comment l'enfant fait exactement dans le monde réel? On ne sait pas encore. On n'a pas encore toutes les connaissances ou toutes les, tous les éléments pour vraiment dire avec certitude que c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Après, ça se tient parce que c'est, comme on dit, c'est de la cognition, donc c'est pas facile, déjà même. Donc, c'est vraiment à partir des hypothèses au fur et à mesure que vous pourrez finalement trouver des voies, des pistes et tout. Mais moi, je trouve déjà ça intéressant parce que les modèles probabilistes qu'on fait, si on part de cette hypothèse que l'enfant réagit de la même manière, en fait, ça ouvre vraiment beaucoup de champs de recherche aussi, en fait, juste en partant sur cette hypothèse. Donc, pour moi, c'est une hypothèse qui se tient et qui a le mérite, en fait, d'être travaillée, de faire un peu plus de recherche, en fait, sur cette hypothèse-là, vraiment. De pousser un peu plus, en fait, la recherche à ce niveau. Parce que je sais que Ouais, même pour l'adulte, parce que moi je viens d'une culture qui est différente de la culture française, il y a des mots que j'ai entendus et plus je les entends, plus je les pratique et en fait, finalement, je les acquiers. Donc, ouais, si on part du principe que l'enfant, en fait, le fait de quitter d'une culture, aller dans une autre, c'est comme si je reprenais en quelque sorte à zéro l'apprentissage d'une nouvelle culture. J'ai dit en quelque sorte parce que la plupart du temps, il y a des translations au niveau des cultures qu'on peut faire pour se faciliter la tâche. Mais si on part du principe qu'on prend l'hypothèse que je repars à zéro avec cette nouvelle culture, avec les nouveaux mots qui sont employés, par exemple en France, des mots qu'on n'utilise pas dans mon pays natal, je me dis je dois les acquérir en fait. Et pour ça, il faut qu'on me répète plusieurs fois par moment. Donc, je vais entendre une première fois, une seconde fois et tout ça. Donc, ça sera comme un modèle probabiliste finalement et je pourrais l'utiliser au bon moment, le bon mot au bon moment en fait. Donc, je me dis peut-être c'est aussi comme ça que ça se passe dans le cerveau de l'enfant ou peut-être que je me trompe, mais oui, oui, ouais, c'est un peu comme ça en fait. C'est un apprentissage qui se fait sur le tas et il y a des hypothèses qui se développent, des représentations par le système et après ils sont affinés avec. C'est comme en fait, il y a des chercheurs qui représentent l'enfant comme un scientifique en fait, qui découvre les, il découvre son environnement, c'est-à-dire il développe une théorie de son environnement et, en l'occurrence la langue. Donc il est en train de faire des hypothèses. Est-ce que la langue fonctionne de cette façon-là? Est-ce que ces deux sons-là, ils sont les mêmes ou ils sont séparés? Est-ce que ce mot-là veut dire, par exemple, est-ce qu'un chat, j'ai entendu le mot chat par exemple, un adulte qui pointe le doigt vers un chat. Mais est-ce que c'est juste le chat ou est-ce que ça inclut aussi les chiens? Parce qu'on peut développer une catégorie sémantique euh, pour les animaux de compagnie. On peut dire, peut-être ça veut dire les animaux de compagnie. Mais après, l'enfant va entendre aussi l'adulte dire chien. Donc il va utiliser un autre mot. Il n'a pas utilisé chat. Donc il va dire, ah ok, donc en fait il y a deux mots, un pour chat et un pour chien. Et du coup, c'est deux unités sémantiques différentes. Donc il y a un apprentissage un peu au fur et à mesure où l'enfant peut faire des hypothèses et les tester et apprendre des erreurs quand les enfants arrivent à produire et être corrigés ou en tout cas dans un effort de communication, l'enfant peut réajuster sa façon d'utiliser les mots en fonction de l'outcome ou l'aboutissement de cette production. Si la production arrive aux fins euh, que l'enfant avait en tête, ça veut dire en quelque sorte que la langue utilisée a été correcte. Si l'enfant, par exemple, dit chat, et veut que l'adulte regarde le chien,
mais que l'adulte ne regarde pas le chien, dans ce cas, l'enfant va dire, OK, bah, peut-être là, il y a quelque chose qui va pas dans ma théorie. Peut-être je vais affiner la catégorie chat, peut-être la réduire seulement au chat. Bon, voilà, donc il y a un travail ou un parcours de scientifique que tous les enfants de toutes les cultures font. Mais la différence avec toi, Nice, c'est que les enfants, ils sont beaucoup plus compétents, ils le font beaucoup plus rapidement Ouais, c'est et vrai. beaucoup plus efficacement que nous. C'est-à-dire dans les 2, 3 premières années, c'est incroyable comment les enfants puissent absorber, développer des connaissances très, très sophistiquées. Et au fur et à mesure, on perd cette capacité parce qu'après, on devient expert dans notre culture et voilà, on devient un petit peu moins flexible. Et donc, même les neurones du cerveau deviennent moins plastiques, c'est-à-dire qu'ils sont fixes, ce qui est bien parce qu'on a besoin quand même de développer une certaine connaissance pour fonctionner dans un monde prédictible, etc. Mais l'enfant, au début, il a une compétence tellement énorme, tellement euh, grande de développer ces connaissances-là que ça dépasse vraiment ce que les adultes peuvent faire. Euh, c'est vraiment... ouais. Donc c'est comme les adultes qui apprennent une deuxième langue, sauf que les enfants, ils le font beaucoup plus, beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et même là, là, tu le dis, je me dis quand même, on est à la base même de l'acquisition du langage. Et c'est chez l'enfant. Mais par contre, chez l'adulte, où on se dit, le langage a été acquis, c'est encore plus difficile, en fait, Mhm. d'apprendre. Et du coup, je me dis, c'est quand même paradoxal parce que là où on est au début, on peut se dire au début, on peut pas apprendre beaucoup forcément, et que c'est quand on acquiert en fait une certaine connaissance qu'on peut plus apprendre. Mais en fait, là, c'est l'inverse. C'est assez paradoxal. Ouais, c'est l'inverse, effectivement. Euh, et c'est intéressant, effectivement, cette observation. Donc, on commence par une phase où on est vraiment ouvert à beaucoup de choses, on est flexible, et au fur et à mesure, on développe des connaissances qui sont pratiques, utiles, qui nous permettent de vivre en société. Donc ça a double tranchant. C'est-à-dire, d'un côté, on a cette connaissance qu'on voulait apprendre, et ça nous est utile, mais dans un autre sens, ça nous limite un petit peu dans notre capacité à... C'est pas forcément intentionnel, c'est vraiment biologique. C'est un système de maturation biologique, c'est-à-dire que c'est partagé aussi avec plusieurs animaux. Au début, on a beaucoup plus de flexibilité. Après, on développe, on apprend les habitudes et les connaissances de notre environnement. Et après, ça devient beaucoup plus difficile de d'apprendre par exemple, d'autres langues. C'est pas impossible, hein. C'est juste, que c'est pas la même facilité, c'est pas la même fluidité, c'est pas le même temps. Euh, parce qu'un enfant, il peut prendre 3, 4 langues en même temps pendant les 3, 4 premières années de la vie, euh, sans accent. C'est-à-dire, ça peut être vraiment une prononciation parfaite, une compréhension parfaite, une production parfaite. Et ça, l'adulte, même si un adulte arrive à maîtriser quand même une langue étrangère à partir de 20 ans, ça devient vraiment compliqué de parler sans accent et d'acquérir toutes les nuances des mots, de leur utilisation pragmatique, contextuelle, etc. Ça devient beaucoup plus difficile, alors que pour l'enfant, c'est beaucoup plus facile. Je comprends. Et en fait, dans tes travaux, tu montres que l'enfant, justement, fait face à d'énormes variabilités. Donc, est-ce que le fait d'avoir beaucoup de variabilité, c'est un problème à surmonter ou tu le prends plutôt comme une ressource d'apprentissage? Donc, une variabilité, la variabilité, c'est juste un fait. C'est dans un système naturel, il y a forcément de la variabilité. Le système biologique est forcément variable. Et donc, effectivement, donc ça,
c'est une question qui a été posée par beaucoup de philosophes d'ailleurs. C'est-à-dire comment est-ce que un système biologique assez variable, probabiliste, continu, peut donner naissance à des connaissances assez abstraites comme la langue, la logique, la science. Comment est-ce que la biologie donne, par exemple, naissance à la logique? C'est-à-dire, on passe d'un système continu, probabiliste, à un système vraiment euh, avec des règles, des catégories, etc. Donc c'est intéressant comment on arrive à faire ça. Et c'est pas une question facile. On sait pas. On sait pas exactement comment ça se passe, mais on a des idées. C'est-à-dire, on sait que euh, la variabilité peut être euh, utile parce que la variabilité nous indique aussi ce qui est invariant. Et si on, et si on, en regardant ce qui varie et ce qui est constant, qu'on arrive à développer un peu qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est la constance dans ce qui est dit. Et donc, la variabilité peut être importante en elle-même parce que ça permet vraiment à l'invariance d'émerger. Euh, et, euh, et il faut pas oublier aussi que la variabilité, quand même, c'est la vie. Les catégories, les règles, etc., c'est des approximations, c'est des conventions qu'on développe pour parler ou raisonner sur la variabilité, sur la vie, en fait. Et donc, c'est pas vraiment quelque chose à surmonter, c'est vraiment quelque chose qu'on 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 apprend à naviguer avec des catégories qu'on développe. Donc, les catégories, c'est des outils, les phonèmes, les mots, par exemple, c'est des outils qui nous permettent vraiment de filtrer un petit peu la variabilité, de maîtriser un petit peu, d'avoir des choses qui sont plus prédictibles. Mais ce qui reste, les faits, la nature, la vie, c'est la variabilité. Ça, c'est par essence variable. Oui. Et si on veut revenir justement dans cette variabilité, il y a aussi il y a beaucoup de mots abstraits quand on voit par exemple les mots hier et tout ça. Comment l'enfant finalement peut apprendre des concepts clairs avec ces mots abstraits? Parce que autant tout à l'heure l'exemple avec chien, chat, ça reste concret, mais hier, demain, aujourd'hui, c'est un peu plus abstrait. Moi j'ai un exemple en fait de mon neveu. Il avait 4 ans, je crois. Et quand il voulait dire demain, il disait hier. Mais on lui dit non, c'est demain. Mais il n'arrivait pas vraiment à comprendre en fait la différence entre demain et hier. C'était vraiment abstrait pour lui en fait. Et du coup, ça me fait me Ouais. poser aussi cette question-là. Oui, oui, donc il y a effectivement il y a une différence euh, dans la trajectoire d'apprentissage entre les mots qui ont un référent sémantique assez concret ou assez sensoriel, hein. C'est-à-dire que même des mots, il y a des mots qui peuvent être abstraits, mais qui peuvent avoir une expérience ressentie assez concrète, comme les émotions, être content, être pas content. Donc ça, c'est des mots qui peuvent être abstraits ou considérés comme abstraits, mais l'enfant peut quand même les associer à son ressenti. Donc, en fin de compte, c'est pas si différent de chien ou chat. Donc, c'est quand même des choses qui peuvent être apprises à des moments à peu près c'est en même temps. C'est-à-dire, ces mots-là, ils sont pas spécialement plus difficiles que chat et chat. Par contre, comme tu dis, il y a d'autres mots qui sont vraiment très, très difficiles pour les enfants. C'est des mots qui ont, par exemple, référence à comment on représente le temps, avec le passé, le futur, le présent. Euh, les nombres, c'est-à-dire c'est-à-dire l'arithmétique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et savoir que, par exemple, 6, c'est 5 plus 1, et Mm. 7, c'est 6 plus 1. Donc ça, les itérations, par exemple, numériques, c'est vraiment très difficile pour les enfants. Ils peuvent dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mm. mais si, par exemple, si un enfant
on leur donne, par exemple, 6 ou 7 billes, je sais pas, de jouets, ils vont pas savoir, ils sauront pas si c'est 7 ou 10 ou 20. Pour eux, ils savent pas vraiment associer, compter avec le mot. Pour eux, le mot, c'est juste quelque chose qu'ils peuvent réciter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ils savent pas l'appliquer ou avoir leur sens vraiment en mathématiques. Donc ça, c'est difficile. Donc les gens ont étudié le temps, hier, demain, euh, aujourd'hui, euh, les nombres et aussi les couleurs, c'est-à-dire parce que ça peut aussi être euh, des, des, euh, des sémantiques par contraste, c'est-à-dire c'est vrai que c'est plus sensoriel, on peut dire jaune, etc., mais c'est aussi un continu, donc c'est un spectre continu. Et donc, il faut que, par exemple, l'enfant comprenne que c'est un système. C'est pas juste un seul mot, c'est vraiment un système de contraste. C'est que, par exemple, on a un spectre, donc il y a le rouge, le vert, le jaune, etc. Ici, c'est pas jaune, ça veut dire que ça peut être rouge. Donc, c'est un système, c'est pas juste un mot, c'est un système. Et pour comprendre un mot dans le système, il faut comprendre les autres, parce que un mot prend son sens par contraste. Et donc, dès qu'on est dans ce genre de sémantique, ça devient difficile, parce qu'il faut développer le système, il faut développer les concepts derrière, etc. Donc effectivement, ces mots-là, ils sont très difficiles. Euh, et donc, une hypothèse, c'est que c'est grâce à la langue que les enfants arrivent à finalement comprendre ces choses-là. C'est-à-dire, c'est parce que on donne un nom à, à un événement abstrait comme le passé. On l'appelle hier. Alors hier, ça n'existe pas dans la réalité, mais c'est un concept qu'on a nommé. Donc parce qu'on l'a nommé et on l'a contrasté, hier on a contrasté hier avec aujourd'hui et aujourd'hui avec demain, ce contraste-là, cette utilisation de ce concept dans des contextes assez précis, ça permet à l'enfant de développer même le concept derrière, même le concept d'hier, ça se développe grâce à la langue, parce que hier, s'il n'y avait pas un mot, est-ce qu'on aurait forcément ce concept-là ou pas? C'est un débat. Mais voilà, ça c'est une hypothèse, c'est que peut-être c'est la langue qui nous permet d'acquérir ces concepts un peu abstraits qu'on utilise d'une façon conventionnelle dans notre communication. Et là, en fait, par rapport à ce que tu expliquais, je sais que, par exemple, dans mon pays natal, parfois, il y a vraiment il y a un contraste, en fait, quand on fait. C'est que parfois, on veut dire à tout de suite et on dit à tout à l'heure. Donc, est-ce que Mhm. c'est parce que à la base, en fait, l'acquisition du langage sur ces mots abstraits a été, en fait, on a eu une mauvaise acquisition finalement du langage par rapport à tout de suite et à tout à l'heure, parce que à tout à l'heure, ça fait plus long que à tout de suite, en fait. Hmm. Mais, mais là, tu parles de la deuxième langue, c'est pas la première langue. Non, c'est pas la première langue, Donc, non? c'est la deuxième langue, en fait. Ouais, ouais. Le français est la langue nationale, mais c'est pas forcément la première langue de tout le monde. Oui, donc on sait la deuxième langue. En fait, c'est vraiment très fréquent de faire ce genre d'erreur. Moi, je le fais tout le temps. Et parce qu'on a raté la période critique, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 7 ans. Bah, les gens disent est-ce que c'est 4 ans? Il y a des gens qui posent jusqu'à 7 ans. Et si commence à apprendre une langue, donc, par exemple, moi, j'ai commencé à apprendre le français après 7 ans. Bah, c'était vraiment au CM2 ou quelque chose comme ça. Et donc là, on, on a quand même perdu pas mal de nuances, parce qu'on a perdu quand même pas mal de capacité à comprendre les choses intuitivement, de les absorber, de les associer spontanément. Et donc, un enfant qui est né dans une famille qui parle français n'aurait peut-être pas cette difficulté-là, parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont intellectualisé,
c'est quelque chose pour eux que c'est juste spontané, c'est juste comme ça arrive, c'est même pas, ils y pensent même pas. Est-ce que c'est plus que tout à l'heure? Mm. Est-ce que c'est tout de suite, c'est plus ou moins? Ouais. Pour eux, c'est juste comme ça. Mais nous, quand on apprend une langue une deuxième langue, surtout après 7 ans, là, on est obligé d'y penser, de réfléchir, de dire est-ce que tout de suite c'est plus que tout à l'heure et se mêler les pinceaux. Et après, quand il y a un effort mental où on peut faire beaucoup plus d'erreurs parce on est moins dans la réflexion, euh, c'est-à-dire des choses, on est plus dans la spontanéité et du coup, on voit que notre quand même acquisition est très basée sur la réflexion et l'intellectualisation, alors que pour l'enfant, on le met dans une situation d'effort mental, il va pas confondre tout à l'heure et tout de suite parce que pour l'enfant, il a appris ça au moment où ça a été le plus propice, le plus naturel à le faire. Donc, ça veut dire en fait qu'un enfant qui est dans un environnement où ses parents parlent différentes langues a une Ouais, meilleure exposition finalement. OK. exactement. Donc, un enfant qui est exposé à 3 à 4 langues, il va très probablement développer euh, une compétence à parler ces 4 langues-là, probablement avec une maîtrise euh, presque, on dit native ou natale, presque native pour les 4. Et donc, c'est pas vraiment une langue, c'est pas l'acquisition d'une langue, c'est vraiment ce qui compte, c'est pas l'ordre, c'est vraiment la période. Est-ce que ça a été appris assez tôt dans la vie de la personne? Et ça peut être un, deux, trois, quatre, on sait pas. Mais dès qu'on dépasse un certain âge, qu'on appelle la période critique, ça devient plus difficile à maîtriser une langue d'une façon vraiment fondamentalement spontanée. OK. Et là, dans tes expériences, en plus de l'enfant, je suppose que pour vraiment voir l'acquisition du langage, il y a aussi ce que les parents disent et tout ça. C'est bien ça? Oui, donc en fait, on essaie de comprendre comment l'enfant pourrait apprendre sa langue maternelle à partir de ce qui est dit autour. Donc forcément, c'est d'abord la parole des parents ou des autres membres de la famille, mais en tout cas, un enfant ne peut apprendre la langue qu'à partir de ça, parce qu'il n'y a pas d'autres ressources. Peut-être il y a la télévision, il y a d'autres, mais quand même, ça reste dans l'environnement. Pour apprendre le français, il faut forcément entendre ces choses-là. Donc ça, c'est important. Donc on essaie de voir quelle est la contribution de cet environnement-là dans l'acquisition. Après, il y a aussi l'interaction, c'est-à-dire que l'enfant va dire quelque chose en, en ayant quelque chose en tête. Euh, Par exemple, un enfant voudrait, par exemple, boire de l'eau. Et donc pour vraiment arriver au résultat qui serait satisfaisant, il faut vraiment apprendre le mot, Mm. c'est-à-dire eau. Oui. Sinon, ça va être difficile. Donc l'enfant va essayer, jusqu'à ce qu'il arrive vraiment à trouver la solution qui va l'aider à arriver à ses fins dans la communication. Donc, vraiment, la langue peut être conçue, en tout cas dans mon programme de recherche, la langue, c'est pas juste euh, une connaissance qu'on développe pour le plaisir, mais c'est vraiment un effort c'est quelque chose qui est développé aussi pour des fins de communication. C'est-à-dire, on apprend des choses parce qu'on a besoin de les exprimer ou pour comprendre. On veut comprendre ce que disent les gens et aussi on veut dire ce qu'on pense. Et donc, c'est dans ce processus-là de communication, de comprendre et d'être compris, qu'on apprend la langue, Mm. parce que c'est comme ça que les gens autour de nous communiquent. Et donc, on est obligé d'apprendre un petit peu leur code pour, voilà, pour communiquer, voilà, pour appartenir, etc. Oui. Et en fait, je me dis finalement, s'il y a des parents aussi dans l'environnement de l'enfant, il y a forcément des Mhm. feedbacks qui permettent aussi de faciliter l'apprentissage de l'enfant. Si je... Oui, Donc, oui.
Donc, Eunice, t'as des feedbacks, c'est ça? Parce Le que ça a feedback des coupé. parents. Feedback. Ouais. Oui, oui. Donc c'est une question qui a été assez débattue en fait. Le rôle du feedback, c'est-à-dire quand l'enfant dit quelque chose, par exemple, il dit chien en voulant dire chat, mais le parent corrige ou ne regarde pas, ou il y a quelque chose qui fait que l'enfant comprend. C'est pas vraiment le bon mot utilisé dans ce contexte. Donc ça a été utilisé, ça a été débattu. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour l'acquisition de la langue, le feedback? Mm. Et donc des gens ont discuté, ont débattu, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce qu'on peut s'en sortir uniquement avec l'input et notre volonté de comprendre les autres sans forcément avoir un feedback? Mais il y a d'autres personnes qui disent ça, c'est peut-être pas nécessaire, mais c'est très utile pour certains phénomènes, certaines choses de la langue, pour affiner. Mais peut-être pas parce qu'on sait que tous les enfants n'ont pas exactement le même niveau de feedback. Mm. Euh, c'est variable à travers les cultures, à travers les familles, etc. Et ça n'a pas énormément d'impact en fait sur est-ce que les enfants vraiment arrivent à maîtriser la langue. Donc c'est pour ça que les gens disent d'accord, les feedbacks c'est bien si ça existe, mais si ça n'existe pas, ben, l'enfant est tellement intelligent pour s'en sortir autrement. Donc il va trouver une autre façon de le faire. Il va observer d'autres gens qui communiquent et il va trouver un moyen. Mais ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que l'enfant va s'en sortir. Ça c'est à tous les coups. Il y a pas un cas où ça va pas marcher. Et Ouais. donc, si on contraste la variabilité du feedback et l'universalité de l'apprentissage, on dit, OK, feedback ou pas, bah, les enfants vont trouver un moyen, mais le feedback reste quand même utile quand c'est présent, parce que l'on sait que l'enfant peut l'utiliser et ça peut être utile. Donc, ouais, je comprends parfaitement. Et je me dis aussi, ça fonctionne comme une sorte de récompense, le feedback. Ouais, Parce que quand tu apprends une langue et que, ou tu essaies d'acquérir un langage et que finalement tu as un feedback, que ce soit positif ou négatif, normalement dans les réseaux de neurones, on voit ça. On a un système de récompense aussi qui te dit si la direction que tu prends, c'est une bonne direction ou pas. Donc ça te permet de te réajuster en fait. Donc là, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu utilisais justement les réseaux de neurones pour modéliser tout ça. Mais s'il n'y a pas de feedback, en fait, comment la modélisation sera faite? Je me demande. oui, donc il y a plusieurs niveaux de comment on peut concevoir un feedback. Pour un réseau de neurones, je pense que tu parles de le backpropagation, C'est c'est-à-dire ça. ou error-based learning, Mm, c'est-à-dire qu'on fait une prédiction et on a le résultat, et après, à partir de cette erreur-là, ben, on ajuste les neurones. c'est ça. Donc ça, c'est effectivement la façon d'implémenter ou d'apprentissage dans des réseaux de neurones. C'est pas clair que ce soit exactement le cas, par exemple, dans le cerveau. On- il y a peut-être, il y a, il y a forcément un, euh, un apprentissage par erreur, c'est-à-dire on fait des prédictions et on apprend de ces prédictions. C'est pas exactement la même que backpropagation. Ça se fait pas d'une façon aussi systématique et assez globale que dans les réseaux de neurones. Dans le cerveau, c'est plus local, c'est plus beaucoup plus. Euh, c'est un peu plus local que dans les réseaux de neurones, mais l'idée c'est que il y a des mécanismes de récompense qui sont pas forcément sociales. Donc, on peut, par exemple, prédire quelque chose, et si notre prédiction est correcte, ben, ça, c'est une récompense. Mais cette récompense n'a pas été forcément liée à une interaction sociale. Donc, Ok. effectivement, donc on peut concevoir tout système d'apprentissage comme étant basé sur une sorte de récompense, euh, de prédiction et de euh, prédire quelque chose et
ajusté en fonction de la pertinence ou est-ce que la prédiction a été correcte. On appelle ça parfois l'apprentissage par prédiction, predictive coding. Donc, il y a beaucoup de systèmes de cognition qui disent que la prédiction est fondamentale, justement parce que ça permet euh, d'implémenter ces systèmes de récompense qui font que le cerveau a besoin de prédire et d'avoir raison. Et que quand le cerveau n'a pas raison, ben, il va ajuster. Quand il a raison, ben, il va confirmer. Voilà, donc il y a des systèmes de récompense qui sont plus fondamentales, de bas niveau, même dans la perception. Mais là, quand on parlait tout à l'heure, c'est pas à ce niveau-là, c'est plus au niveau social, c'est-à-dire euh, c'est un niveau plus spécifique. C'est-à-dire, je dis quelque chose et je reçois un feedback social dans la communication qui va me dire est-ce que j'ai utilisé les mots correctement ou pas? Est-ce que j'ai utilisé la bonne formulation qui a mené à la bonne compréhension ou pas? Si la personne n'a pas compris, ça veut dire que peut-être j'ai pas dit les bonnes ou j'ai pas formulé correctement. Donc ça, c'est un système spécifique de récompense, qui est spécifique à la communication. Et c'est ça que j'appelais tout à l'heure système processus par renforcement. C'est uniquement dans ce sens-là. Et donc, un apprentissage peut se faire, bien sûr, ou en tout cas conçu dans un modèle sans faire appel à une interaction sociale, juste avec un mécanisme de predictive coding basique, euh, et que peut-être l'interaction sociale, le feedback qui vient du fait qu'on produit langage et qu'on reçoit une sorte de signal communicatif, ça peut être utile. Mm. En plus, un bonus. Mais voilà, mais c'est pas forcément fondamental. Et pour revenir même à ton domaine, en fait, quels sont les grands défis que tu rencontres dans ta recherche? Euh, donc mon domaine, tu veux dire l'acquisition de la langue, le L'acquisition domaine de de la langue. recherche. Oui. Ben, il y a des défis scientifiques, donc les défis, les questions de recherche qu'on essaie de- d'étudier. Ça, c'est des défis scientifiques. Bon, ça, il y en a toujours et heureusement, comme ça, c'est pour ça qu'on a un boulot, un Et travail. oui. Euh, Après, il y a des défis pratiques, peut-être. Euh, Ouais. les défis pratiques, c'est pas moi, ce qui est peut-être important dans mon cas, dans le cas des gens qui font de la science cognitive, c'est cette interdisciplinarité qui est une force parce que le monde est interdisciplinaire. Le monde, il se découpe pas. Euh, en discipline, comme on fait. Pour nous, les disciplines, c'est une façon de découper, d'analyser parce que c'est pratique. Mais le monde n'est pas découpé en disciplines. Donc l'interdisciplinarité, il est juste évident l'intérêt de l'interdisciplinarité. Mais il y a des problèmes pratiques. C'est-à-dire que des gens qui viennent de disciplines différentes, ben, ils vont pas forcément avoir les mêmes méthodes de travail, la même culture de travail, les mêmes réflexes, etc. Et donc, pour collaborer avec des gens qui viennent de différentes disciplines, c'est pas toujours facile. Donc, ça, c'est un défi, par exemple. Et, euh, et surtout, quand on utilise des outils informatiques, ils peuvent être perçus comme difficiles ou demandant vraiment une connaissance un peu ou une formation initiale différente. Ça peut bloquer des gens qui viennent, disons, de la psychologie, vraiment voilà, de regarder, de comprendre et d'interagir. Parce que ça peut être intimidant, parce qu'il y a des formules ou peut-être il y a du code, etc. Donc il y a un petit peu ce blocage euh, du fait que forcément on vient de formations différentes et on a des, voilà, heureusement. Mais voilà, donc il y a ce défi-là d'interdisciplinarité qui est assez important, je pense. Ben, merci beaucoup. On va juste arriver sur des questions, les questions éthiques justement, qui sont Mhm. liées à ta recherche et aussi en termes d'application. Parce que là, on a parlé de l'acquisition du langage. Ça nous permet de comprendre en fait comment l'enfant il apprend finalement les nouveaux mots et tout ça.
un peu plus en détail, en fait. Et ça nous donne aussi, ça nous montre Mm. aussi qu'il y a des gens qui s'intéressent vraiment à ça, pourquoi c'est important et tout. Mais la question, en fait, qu'on peut se poser, c'est à quoi ça va nous servir aussi, concrètement. Est-ce que ça va permettre un accompagnement au développement des enfants? Est-ce que ça va faciliter justement l'apprentissage chez l'enfant? Est-ce que ça va permettre de mettre aussi des programmes un peu plus adaptés pour les enfants et tout ça? Donc, quel est le côté applicatif de ce que tu fais? Euh, ouais, donc ce que je fais, ça reste quand même euh, très théorique, plus on appelle de la science fondamentale. C'est comme si on fait de la physique théorique. Voilà, ça reste dans le quotidien assez déconnecté des applications, c'est-à-dire on ne travaille pas directement sur des applications. On travaille sur comment comprendre, comment améliorer notre compréhension du phénomène. Mm, Et après, mais c'est évident que si on développe une connaissance pertinente ou précise du phénomène, c'est très utile pour l'application parce que avec une théorie qui est pertinente, qui permet vraiment de comprendre le phénomène, on peut après interagir ou intervenir sur le phénomène. mm, Euh, si on trouve que le feedback, par exemple, des parents est crucial et qu'un modèle qui n'a pas le feedback social ne prendra jamais, et qu'on teste ça au laboratoire et on voit effectivement que euh, les enfants qui ont reçu moins de feedback apprennent moins, quelque chose comme ça. Donc, cette compréhension-là permet une possibilité d'intervention parce qu'on peut dire maintenant, il faut peut-être dire aux parents qu'il faut euh, faire plus de feedback aux enfants. Donc, la compréhension peut faciliter ou éclairer l'intervention. Donc, c'est important quand même de comprendre le phénomène pour qu'on puisse après intervenir d'une façon plus précise, plus informée, voilà. Donc, même si mon quotidien n'implique pas forcément d'application, mm. implicitement, ce que je fais, ça sert effectivement aux gens qui s'intéressent plus à l'application dans tous les domaines que que tu as mentionnés. Oui, ok. Et si on revient justement sur cette question éthique, en fait, étant donné que tu étudies beaucoup les enfants, donc quels sont les risques éthiques qui sont liés à cette étude? Euh, les risques, il n'y a pas de risque éthique spécial. C'est plus des questions de vie privée, je pense. C'est des deux questions de données, vraiment. Parce que nous, on travaille, donc nous, on n'intervient pas sur le quotidien de l'enfant. Donc, on a mentionné ça au début, je pense. Mm, Le mm. fait qui fait que l'étude du développement est difficile, c'est que éthiquement, on peut pas vraiment intervenir sur la vie d'un enfant pour des Exact. fins expérimentales. Donc, mais ce qu'on fait, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire, on n'intervient pas du tout, on n'enregistre que les données, et après, on étudie les données avec un système artificiel. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de risque éthique proprement dit. Ce qui peut exister ou ce qui est important à considérer, c'est les vies privées. Est-ce que ces données-là, ils sont bien sauvegardées, anonymisées, euh, parce que c'est pas que l'enfant il y a la vie de l'enfant, mais il y a aussi les familles autour. Et c'est pas facile pour les familles de euh, donner ces données-là parce que c'est quand même leur vie privée. Et donc c'est vraiment important euh, et c'est le cas parce que c'est vraiment important que les gens qui font cette recherche-là fassent attention à ces données-là. Et voilà, de toute façon, quand on fait de la recherche dans ce domaine-là, on est déjà encadré par pas mal de dispositifs qui permettent vraiment de vérifier que tout le travail euh, respecte voilà, la vie privée de l'enfant, de la famille, etc. Donc c'est vraiment très, très codifié, surtout en Europe. Et tant mieux, hein, je pense que c'est vraiment important. Donc ça, c'est un risque de vie privée, c'est pas vraiment un risque éthique pour l'enfant. Parce que l'enfant, il n'y a aucune intervention sur l'enfant. Hmm, ok. Et vu que là, c'est des enregistrements
vocaux. La question que je Mhm. me pose aussi, c'est que lorsqu'on va anonymiser, il y a aussi le thème de la voix finalement, puisque le vocal aussi euh, c'est une donnée privée. Et ça, Mhm. comment c'est traité? C'est, donc, en fait, ça devient problématique euh, quand ces données-là sont partagées publiquement. En fait, ces données-là existent, euh, ils sont partagés dans des conditions vraiment très strictes, dans un contexte académique. Donc, si on a ces données-là et qu'on on fait des modèles là-dessus, c'est pas très, c'est pas vraiment un problème parce que de toute façon, ça reste de la recherche euh, sur des données privées et donc on fait des publications, mais ça risque pas de, euh, de violer la vie privée, c'est-à-dire à moins qu'on voilà, il y a des modèles peut-être qu'on peut modéliser peut-être la voix et peut-être les modèles qui sont entraînés peuvent garder une trace de l'identité de la personne, effectivement. Et donc ça, il faut faire attention à ces modèles aussi, pas aussi seulement aux données, mais aussi aux modèles, pour faire attention à ce que ces modèles-là ne soient pas vraiment euh, sans garde-fou. Voilà. Mm. Et Ok. ça, c'est aussi codifié quand on fait de la recherche dans ce domaine. Il n'y a pas que le son, il y a aussi il y a les vidéos. Et Oui. donc, on voit les personnes. Donc, Et oui. donc, ouais. Et donc, voilà. Donc, toutes ces considérations, effectivement, elles sont importantes dans la recherche qu'on fait. Ouais. Mm. Ok. Et la dernière question que je vais te poser avant qu'on se laisse, qui est une question qui n'est pas forcément liée aux sciences cognitives, mais plutôt à l'IA, c'est selon toi, quel est le futur de l'IA? Parce qu'aujourd'hui, l'IA est appliquée à vraiment tous les domaines. Tu l'utilises dans tes recherches. Et pour toi, c'est quoi le futur de Le l'IA? futur de l'IA, C'est assez philosophique, je sais. euh, bah, euh, à mon avis, je me trompe. Je pense que c'est vraiment une question qui est vraiment ouverte. Je pense que des gens peuvent avoir des avis très différents et on n'a pas la réponse. Mais à mon avis, je pense qu'on va se diriger vers une situation où les modèles vont être plus spécialisés dans les domaines de la santé, les domaines de l'éducation. Et donc, ça va être amélioré, mais plus dans le sens euh, pratique de la chose. C'est-à-dire que l'IA va être très puissante pour une tâche donnée, euh, pour l'éducation, la santé, euh, apporter une aide, par exemple, à des gens qui ont des difficultés d'organisation, etc. Donc, dans la mesure où l'IA peut être définie comme une tâche spécifique avec un objectif assez précis, je pense que ça va continuer à se développer. Je ne sais pas si ça va, si euh, je pense pas que l'IA va vraiment, de mon point de vue, mener à des systèmes intelligents qui dépassent ou qui sont au même niveau que les humains. Moi, je partage pas cette vision-là. Je pense que c'est des modèles qui vont rester des modèles. C'est vrai que c'est assez impressionnant ce que ChatGPT pourrait nous sortir. Surtout au début, on était tous un peu surpris. Mais quand on creuse, on peut les mettre en difficulté assez facilement. C'est pas très difficile. Et donc, je pense, au fur et à mesure, on va quand même être plus, avoir un recul par rapport à ça et mettre les choses à leur place. Et voilà, et considérer l'IA comme un outil plutôt que comme un danger ou comme un, je sais pas, ou comme un objectif euh, de science-fiction. Voilà, donc ça, je partage pas forcément ce point de vue. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je sais pas si tu as un mot de fin ou un message à faire passer. Je veux juste te remercier. C'était vraiment cool de discuter avec toi. C'était un plaisir. Oui, Et plaisir. voilà. Mm. Merci beaucoup, Abdella. Merci, Eunice. Oui. Merci à tous d'avoir suivi cette discussion.
On a échangé autour du thème de l'acquisition du langage chez l'enfant. Et donc, j'espère que cela a pu éclairer votre antenne. Et comme toujours, n'hésitez pas à poser des questions dans la barre de questions si vous en avez. Je me ferai le plaisir d'y répondre comme toujours. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Activez la cloche des notifications pour avoir les notifications parce que les prochaines vidéos arrivent très vite. C'est reparti pour Fotizo. Et on se dit à bientôt sur Fotizo on AI.